quelques années la plupart de ma carrière dans le monde public, parapublic, comme élue au cabinet ministériel, comme consultante. Et depuis plus de 4 ans désormais, je dirige un think tank, une association qui est l'Institut national de l'économie circulaire, qui est une organisation qui rassemble des entreprises, des collectivités locales de toute taille, des académiques, on a de plus en plus d'écoles, et d'autres associations qui œuvrent dans le domaine de l'économie circulaire. Bonjour à vous. Donc l'idée, nous, les missions qu'on porte, elles sont de 3 ordres. La première, c'est de faire comprendre ce concept qui est relativement récent, donc ça, je viendrai. Le deuxième, c'est une fois qu'on a réussi à outiller finalement cette notion de maîtrise de la ressource dans le champ de la transition environnementale, qui est une partie significative, mais qui n'est pas non plus la totalité. On est sur des questions d'influence de l'OPMI pour faire que ça infuse dans la réglementation et plus largement dans les politiques publiques. Et enfin, on a aussi un rôle d'implémentation. Donc, on travaille à la fois avec toujours des collectivités, des entreprises, des fédérations, des associations venues pour diffuser les concepts de maîtrise de la ressource dans les différents champs. Alors, si je reviens un petit peu peut-être au premier champ que j'ai évoqué, qui est celui de la compréhension de ce concept, ça reste important parce que finalement, par rapport peut-être à d'autres champs de la transition écologique, l'économie circulaire, c'est un concept qui est récent. Alors, le terme lui-même est très récent, il a une quinzaine d'années. En tout cas, en France, il est arrivé dans la littérature scientifique il y a 15-20 ans, même si, évidemment, les questions autour du recyclage, gestion des déchets ont pu se poser bien avant. Mais même, finalement, cet enjeu de maîtrise de la ressource, de vision de la ressource, de compréhension de l'existant, c'est un concept qui est arrivé relativement récemment à l'échelle de l'histoire humaine, en tout cas, dans le champ du débat public et même dans le champ académique. Les premières réflexions là-dessus, c'est Bowler dans les années 60 avec une image qui était assez intéressante et qui était de se dire finalement on a 2 façons de voir le monde. C'est un Américain qui a choisi des images à lui, soit l'astronaute qui le regarde en haut et il voit la Terre comme quelque chose de fini, ou alors le cow-boy qui voit le Far West et qui se dit finalement tout ça est infini. Et sur la vision de la ressource, il y avait un peu cette double idée en fonction de là où on regarde, soit on est dans une dimension finie, soit finalement il n'y a pas de limite. Et force est de reconnaître qu'au niveau économique, pendant très longtemps, on est resté sur cette idée d'infinitude de la ressource. Les années 70, les rapports du couple Meadows, finalement ça aussi, ça a été une première pierre dans l'édifice pour construire quelque chose autour de la maîtrise de la ressource et la compréhension. Mais ça restait lettre morte finalement assez longtemps. Alors le rapport Meadows, pour mémoire, ça a une 50aine d'années, en 72. Et c'était le premier, l'idée d'aller modéliser finalement cette question de besoin de ressources par rapport à la croissance et de regarder s'il y avait des limites à la croissance qui pouvaient être interrogées, envisagées compte tenu des ressources qui étaient disponibles. Et ce qu'ils ont observé, eux, en modélisant, et maintenant, quand on se lance dans ce même travail de modélisation, on a une petite idée derrière la tête, et très objectivement, quand on lit leurs écrits, à ce moment-là, ce n'était pas forcément quelque chose qu'ils savaient. On voit qu'effectivement, il y a un décrochage qui est assez significatif sur la croissance économique, mais de façon générale, la croissance de nos sociétés par rapport aux besoins de ressources qui apparaît à peu près en 2050 quand on regarde sur leurs travaux de modélisation. Finalement, on voit qu'il y a une petite accélération de l'histoire et finalement, les décrochages qu'on voit, mais même au niveau démographique d'ailleurs, on les ressent peut-être un petit peu avant. Mais en tout cas, voilà, c'était les premières ébauches de cette réflexion sur est-ce qu'on a bien les ressources qui nous sont nécessaires pour poursuivre la croissance telle qu'on l'a voyée, c'est-à-dire infinie, rapide, massive. Après, toutes les réflexions qu'il y a pu y avoir, il y a eu des choses, vous savez, il y a la question des limites planétaires en Rockstrom, il y a le jour du dépassement, qui est un concept qui est intéressant, qui revient assez régulièrement, alors, qui peut être interrogé sur le type de calcul, mais qui est toujours intéressant sur le niveau des trajectoires, qui est positif, clairement. Où là aussi, on a cette idée de se dire, mais finalement, comment on se positionne dans notre niveau de croissance économique par rapport aux ressources. Mais on va être très, très lucide aussi par rapport à ça, malgré l'intérêt de ce type de vision et peut-être le petit rappel que ça peut avoir tous les ans, au moment où ça arrive à la une des journaux ou dans
ou dans les émissions qu'on écoute, l'impact sur l'activité économique a été inexistant. À chaque fois qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé en matière de maîtrise, non, ce n'est pas bien, c'est assez bien. En termes de maîtrise de la ressource, ça a toujours été pour des raisons économiques. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours la crise du prix sur les matières premières qui a amené une transformation des politiques, aussi bien publiques qu'une transformation des stratégies des entreprises dans l'appréhension qu'il pouvait y avoir des ressources. Alors, ceci jusqu'à finalement assez récemment. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui a quand même pas mal ébranlé le monde, qui est la crise pandémique, le blocage des frontières, les questions logistiques, les questions de sécurisation des approvisionnements, qui ont amené quand même une transformation de la réflexion au-delà des enjeux économiques et des enjeux de coût des matières premières toujours, assez dramatique, enfin, au sens inverse. Parce que finalement, ces questions de sécurisation des approvisionnements qu'on voit tous maintenant dans les organisations auxquelles on appartient ou avec lesquelles on travaille, c'était quelque chose qu'on ne touchait pas vraiment du doigt, qu'on évoquait de façon assez embryonnaire, on va dire, hein, dans la feuille de route de l'économie circulaire qui avait été prise par le gouvernement en 2018. C'était des sujets qui étaient évoqués, mais qui prenaient jamais leur place, la place en tout cas vraiment dans les politiques publiques. C'est-à-dire quand on voit la feuille de route économie circulaire en France, la traduction législative, la traduction réglementaire, les traductions réglementaires, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, plus marginalement la loi climat résilience et un certain nombre de décrets qui en ont découlé. Mais ça, cette question de sécurisation des approvisionnements, au fond, n'est jamais arrivée. C'est-à-dire qu'on n'a jamais envisagé au niveau réglementaire, en tout cas jusqu'à la crise pandémique, cette question de maîtrise de la ressource et de gestion de la ressource en dehors d'un champ environnemental. C'est-à-dire qu'on savait bien qu'il y avait un sujet, comme la lutte décarbonation, lutte contre le changement climatique est un sujet, préservation de la biodiversité, c'est un sujet, maîtrise de la ressource, c'est un sujet, mais tout ça, c'était dans le gros machin de la transition environnementale et au fond, on n'avait pas vraiment fait un enjeu économique. Et la vraie transformation qu'on a ressentie de façon très forte, c'est ça. C'est la transformation de ces enjeux et qui sont devenus une matière stratégique, une matière économique, un enjeu d'achat. Enfin, j'entendais que c'était notamment la question chez vous. Et la question s'est posée de façon très, très prégnante. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous, on l'a ressenti vraiment comme tel. Ça a été une transformation majeure dans les activités qu'on pouvait avoir avec les différentes organisations avec lesquelles on travaillait. Ça a été vraiment significatif. Jusque-là, on travaillait, on échangeait avec les directeurs du développement durable, responsables de l'économie circulaire, responsables des RSE, au sein des collectivités territoriales ou des agents de l'État, exclusivement avec les ministères de la transition écologique ou encore avec les adjoints à l'environnement, vice-président de transition, etc. Donc c'était génial. On faisait des réunions super pour dire que nous, on avait tout compris et que les autres étaient vraiment idiots. Mais enfin, derrière, une fois qu'on était sorti de cette réunion, il ne se passait pas grand-chose. Parce que dans beaucoup de organisations, bien sûr, ça a complètement changé, ça encore, mais c'est quand même assez rare que le directeur du développement durable, ce soit le chef du directeur de la stratégie ou du directeur des achats ou du directeur des affaires financières. Désormais, cette question de maîtrise des approvisionnements, de sécurisation au fond des modèles économiques au travers de la maîtrise des approvisionnements, c'est arrivé de façon assez cruciale. Et au-delà de la maîtrise, ne serait-ce que d'avoir la disponibilité, les ressources dont on a besoin pour faire tourner ses usines, pour faire tourner son modèle de production, il y a aussi la question du coût. Et tous ces éléments, finalement, de criticité autour de la matière, qui sont forcément multiples, on les a touchés du doigt tous sur une toute petite période, au travers de crise pandémique, mais aussi crise géopolitique, qui a amené en France, alors ça je ne le dis pas normalement quand c'est enregistré, mais enfin on a eu des crises, des pénuries de pays du tiers-monde. Au moment où vous vous souvenez, où on était là en train de chercher si on allait avoir de la farine, de l'huile ou du papier toilette, enfin genre, on ne l'avait quand même pas complètement envisagé au moment où on grandissait tous en disant qu'un jour on aurait des voitures volantes. Donc il y a quand même eu des vraies surprises sur les transformations et je pense pour la première fois, une véritable appréhension au-delà de quelque chose qu'on touche de façon un petit peu évanescente, de ce que pouvait être la transformation et des risques que ça impliquait. Alors ça donne une période qui est assez intéressante, moi je trouve aujourd'hui, qui est un moment de vraie conviction partagée, ce qu'on n'avait pas avant.
Alors voilà, conviction sur les questions de transformation écologique de façon générale, conviction aussi sur les enjeux de maîtrise des ressources, mais avec maintenant ce truc de comment on passe de la conviction à l'action. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, tous ces sujets, ils ne sont pas simples. Moi, j'ai eu l'occasion, comme d'autres, j'ai compris ici, de travailler dans les questions de transition numérique. Transition numérique, ça pouvait être, on met trois HEC dans un garage, enfin, avec un ingénieur quand même, on attend qu'il sorte un algorithme qui peut payer des milliards, et puis, avec un petit peu de chance, on fait la bascule. Là, on parle de transitions qui sont très différentes, parce qu'on parle finalement de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Alors, pour revenir peut-être à l'idée de définition, qu'est-ce que c'est l'économie linéaire dans laquelle on vit majoritairement, hein. Là aussi, il y a des cas. Le Circularity Gap Report, je ne sais pas si vous voyez, on est à peu près à 7% d'économie circulaire dans le monde, hein, voilà. Donc, sur les questions de réemploi dans la matière, donc, globalement, le monde, l'économie linéaire, c'est celle dans laquelle on est, qui est celle où on extrait, on produit, on consomme et on jette. L'ambition, dès lors qu'on est sur logique de maîtrise de la matière, c'est de se dire, bon, on va rentrer dans un monde d'économie circulaire, on va extraire moins, on va produire moins aussi, consommer toujours moins, et derrière, plutôt que de jeter, enfin bon, on va réemployer, recycler, reconditionner, faire durer, question de la CV, être sur des produits qui sont plus durables, etc. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, tout le monde est très convaincu. Hein. À ce stade de la réflexion, il n'y a pas vraiment de problème. Moi, je n'ai pas mon équivalent maléfique que serait l'Institut national du gaspillage et des trucs qu'on met exprès dans la mauvaise poubelle parce qu'on n'a rien à fiche de l'avenir. Donc, globalement, là-dessus, il n'y a pas vraiment de désaccord. Le truc, c'est que par contre, dès qu'on commence à traduire dans les faits ce que c'est là que les choses se compliquent. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, au fond, c'est le monde, en tout cas pour les pays et tout là. Pourtant, c'est rien. C'est les bruits, c'est la. Parce que souvent, alors moi j'ai une montre connectée qui me dit quand j'ai fini de parler, bravo pour cette très belle séance de rameur. Donc normalement assez les bras pour que les trucs mécaniques fonctionnent. Donc oui, on vit dans un monde où finalement il y a un monde de l'économie invisible. C'est-à-dire qu'on revient un peu à la définition, on extrait loin, on produit loin, on consomme chez nous, et puis une fois que c'est jeté, hop, on fait repartir ça tranquillement dans des cargos vers un an, où on enfoui ça en Seine-et-Marne. Je simplifie, mais à peine. Là, ce qu'on demande, finalement, c'est un monde, alors on extrait loin, mais à côté de chez nous aussi, idéalement. On reprend la maîtrise, reprendre le commande de nos vies, le commande de nos économies, c'est ça aussi. Sortir d'une forme de dépendance aux imports dans laquelle on est massivement pour l'ensemble de notre économie. Donc extraire plus proche de chez nous, produire là aussi plus proche de chez nous et mieux, avec des gens mieux payés, consommer malgré tout moins et mieux, et derrière, gérer nos déchets. Alors, ce qu'on voit très vite comme transformation, c'est que là, comme je disais un peu avant, c'est pas de la transformation numérique avec 3 HEC dans un garage, parce que j'ai avec HEC, 3 ingénieurs d'émile dans un garage, je un peu. On voit bien que là, on est forcément dans une transformation qui est visible. Encore une fois, de l'extraction à côté, et plus généralement, d'ailleurs, si on transforme ça sur une vision énergétique, parce que c'est beaucoup vos sujets, on voit aussi que là, on est sur une logique de transformation visible. Là, actuellement, notre monde, notre politique énergétique, elle repose essentiellement sur le fossile, beaucoup sur le fossile. Le fossile, bon, on voit bien que c'est des enjeux géopolitiques, des enjeux de dépendance un peu embêtants, mais enfin, après, c'est des gros tuyaux qui passent sous terre au quotidien, ça nous dérange même moins que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les EPR ou les méthaniseurs. Donc il y a déjà ça, cette première approche, on va voir. Et puis derrière, ça embraye. Là, l'extraction plus locale, ça veut dire des mines au bout de nos jardins. Derrière la production, pareil, parce que la réindustrialisation, tout le monde est pour, mais au moment où on nous explique que mais il va falloir, pour que ça y arrive, pour y arriver, relocaliser des usines, on voit là aussi que les choses se compliquent. Alors même que d'un coup, finalement, le modèle productif qui nous embêtait pas plus que ça, sauf quand on a des assauts de bonne conscience en se disant, voilà, quand même, c'est pas génial la façon dont c'est produit avec des gens en situation sociale délicate, là, ça devient compliqué, c'est dans notre paysage. Et malgré tout, ça va être plus cher, ce qu'on va être à même de consommer, à la fois plus cher et moins disponible. Donc, il faut vraiment comprendre que là, le moment, et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste dessus, alors c'est le moment pas très, je dis ça, il y a toujours un moment où voilà, on arrive à une suite un peu plus encourageante, mais si on refuse, et c'est parfois le cas, parce que moi, je le vois dans les réunions, c'est toujours comment on arrive à construire un chouette narratif, un storytelling super autour de la transition écologique.
la transition écologique pour des pays comme les nôtres, où on passe d'un système où le déchet a été invisibilisé, on ne voit pas le déchet, où la production a été invisibilisée, où l'extraction a été invisibilisée, où globalement l'intégralité de notre modèle productif est quelque chose qui n'a pas d'impact sur nos paysages ou sur nos vies, ou alors marginalement, c'est une transformation qui a des impacts. Et si on prend dans tous les espaces où on gère des flux significatifs de déchets, donc on va voir ça sur le textile, il y a eu beaucoup d'annonces récemment, donc j'en parle, mais au premier chef sur les questions de bâtiment, les questions de construction, on voit bien que c'est des transformations qui ont un impact. Et dès lors qu'on parle de management de transition, alors dans les organisations, mais plus généralement sur nos paysages, sont des impacts qui ont des impacts qui sont significatifs. Donc là, pour moi, c'est vraiment essentiel d'être en capacité vite, quand on pose le constat du besoin de transformation d'un modèle linéaire vers un modèle circulaire, de à la fois voir ce que ça signifie comme impact positif, et il y a vraiment cette idée de reprendre le contrôle de nos vies, très clairement, c'est une économie qui est plus souveraine, qui est moins dépendante aux imports, mais d'accepter aussi tout de suite que c'est des transformations qui ne sont pas toutes très chaudes. Et quand on voit sur aussi la transformation que ça peut signifier au sein d'organisations, au sein des entreprises, que derrière, c'est des transformations des gestes qui là aussi sont pas anodines. Et là aussi, je le dis parce que moi, comme d'autres, je fais partie de ces gens dans le métier, c'est essentiellement de parler et d'écrire. Je forme des trucs lourds, mais dans les loisirs. Mais par contre, on voit bien dans les organisations avec lesquelles on travaille, en particulier les entreprises du bâtiment, mais ça peut être aussi celles qui sont sur des sujets de nettoyage industriel, partout, il y a quand même des sujets de pénibilité des métiers. Cette transformation qui amène à avoir une maîtrise des flux qui est moindre, parce qu'il y a plus de volatilité, il y a moins de visibilité aussi sur ce qui peut arriver, c'est aussi des transformations des gestes qui doivent être largement anticipées. Alors ça, c'est un peu le premier gros axe. La dimension conviction, on en est là. Tout le monde est convaincu. Pour autant, on va être lucide, il ne se passe rien, ou presque. Nous, on regarde tous les modèles, quand on regarde toutes les trajectoires, globalement, ça ne va quand même pas très très vite. Si on prend, je ne sais pas, sur le textile, on est toujours sur des trajectoires qui sont progressives. Le mieux qu'on a dans certains domaines, c'est neutre. Mais globalement, on est plutôt dans une aggravation du sujet. On a de plus en plus de déchets, les jeunes traînent de moins en moins, c'est aussi les jeunes qui achètent de plus en plus du fast fashion. Donc, on n'est pas du tout dans une trajectoire positive en se disant « attendons, tout va bien se passer ». Donc, il y a vraiment un besoin là de réaction assez rapide quant à ces enjeux de ressources. Il y a aussi un besoin d'appréhension de l'ensemble des sujets de la transition écologique de façon globale. Alors ça, c'est encore peut-être dans les sujets qui sont les moins appréhendés à ce jour, mais qui sont importants, je pense, dès lors, surtout qu'on s'engage dans une logique de transition assez globale. Je comprends que c'est un peu vos sujets. C'est bien d'arriver face à une toile pas blanche et de se dire qu'il faut faire du tableau et transformer avec les éléments qui sont là. Il y a encore une difficulté à appréhender l'ensemble des enjeux de la transition écologique de façon holistique. C'est-à-dire qu'on rentre souvent par l'énergétique, donc par la décarbonation. La décarbonation, grosso modo, on s'en sort à peu près. Alors voilà, on a cette vision, on sait calculer, on a des métriques, on commence à avoir quand même les ambitions qui sont assez claires, que ce soit taxonomie, CSRD, etc., plus les grandes ambitions nationales. Globalement, alors je ne dis pas qu'on arrive à le faire, mais au moins on sait la mesure. Et on est en capacité d'avoir des trajectoires assez intelligentes là-dessus. Quand on commence à rajouter, et je pense que ça a été des interrogations pour chacun d'entre vous, les autres sujets, à savoir les sujets économiques circulaires, maîtrise de la ressource, et les sujets biodiversité, là, on se rend compte que tout se complique. Parce que là, les métriques, on ne les a pas. Parce que autant du carbone, c'est du carbone. Enfin, entre 1 kg d'acier, 1 kg de béton, 1 kg de platinoïde, on voit bien qu'on n'est pas exactement sur les mêmes enjeux. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et je ne parle même pas des enjeux d'indicateurs de biodiversité qui sont compliqués. Alors, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup d'organisations, l'État au premier chef et puis l'ensemble des collectivités, mais enfin aussi dans les entreprises? C'est qu'on simplifie la vie en allant faire chacun les trucs de son côté. C'est-à-dire qu'on va avoir le carbone qui va être traité quelque part, les ressources ailleurs, et puis la biodiversité dans un autre endroit.
Donc, ça donne des stratégies un peu lunaires. Je vais rester au niveau de l'État, c'est celle que je connais mieux, où on s'est retrouvé typiquement, alors ce n'est pas complètement votre sujet, mais enfin, finalement, ça peut le devenir, avec des stratégies qui ne vont pas les unes avec les autres. Donc, il y a quelques mois, on a sorti glorieusement une stratégie nationale de la biodiversité qui explique qu'en France, il faut absolument qu'on protège l'intégralité de nos écosystèmes. Très bien, qui veut être contre ça. Sauf que, en même temps, on explique, et ça c'est un autre bureau, qu'il faut réindustrialiser, parce que c'est aussi comme ça qu'on décarbone. Moi, je ne sais pas comment on remet une usine quelque part en protégeant la biodiversité au niveau local. Je vois bien comment ça a un impact positif au niveau monde, mais par contre, au niveau local, ça, c'est moins un coût. Et si on rajoute en plus là-dessus les démarches sur la ressource, eh ben, on voit que rien ne colle. Et donc, on se retrouve avec des stratégies. Donc, vous allez voir, là arrive bientôt la stratégie nationale bas carbone, la 3e, hein, c'est déjà la 3e, celle qui est faite sans regarder si on a les ressources pour y arriver. Donc, nous, c'est un sujet sur lequel on avait travaillé, mais quand on y pense, c'est lunaire. Donc, c'est le moment où on écrit, tout le monde le sait, voilà, ça commence à être un sujet connu. On écrit tranquillement quand on va tout décarboner avec l'électrification. Et puis, il y a des petits points d'alerte en mode, attention, on n'a pas assez de lithium, de cobalt pour y arriver. Donc, on se dit, bah, OK, donc ça ne marche pas. Mais comme c'est un autre bureau, au fond, ce n'est pas trop grave. Et donc, on se retrouve avec des stratégies de décarbonation filière collées les unes à côté des autres qui ne bouclent pas au niveau ressources. Alors, le plus rigolo, si on se concentre sur la dimension entertainment, mais malheureusement, derrière, il y a des impacts, c'est sur la biomasse. Je ne sais pas si vous étiez beaucoup dans l'agroalimentaire, donc je vous invite à aller jeter un œil. Alors, par exemple, de toute façon, la biomasse, c'est plié parce que le plan de décarbonation de l'aéronautique, c'est 100% de la biomasse et 2 EPR. Donc, pour tous ceux qui avaient quelques espoirs d'utiliser la biomasse pour décarboner leur secteur, sur le papier, c'est déjà fini. C'est là qu'on voit bien que ça ne va pas marcher parce qu'aller expliquer à l'agriculture et à l'agroalimentaire que la biomasse, ce n'est pas pour eux, pour décarboner, ça va être compliqué. Et puis, de la même façon que ça va être compliqué d'expliquer, ne serait-ce qu'au gaz, que le gaz vert, il va falloir oublier, tout ça, c'est pour l'aéronautique. Donc, on se retrouve avec des stratégies où ça boucle. Voilà, ça boucle très bien si on prend la stratégie décarbonation de l'aéronautique, ça boucle très bien si on prend décarbonation du gaz, sauf qu'à la fin, il faut 1400% de biomasse en France et 40 EPR. Quand on voit les difficultés qu'on a en finir un, on se dit que c'est quand même pas pour tout de suite. Donc, il y a vraiment cet enjeu là, et dans l'ensemble des organisations, à l'échelle des filières, et puis à l'échelle de l'État, ça c'est un autre sujet qu'on ne réglera pas ici, mais en tout cas, de réussir à avoir cette vision de comment on arrive à construire des stratégies de transition écologique qui marchent sur leurs 3 pieds. Enfin, je n'ai non plus une image, enfin, qui marche surtout, vous m'avez compris. Voilà, qui arrive à combiner l'ensemble de ces éléments. Donc ça, c'est vraiment aussi le champ qui me paraît important. Et vous le verrez sans doute, j'imagine, après on aura tout un temps d'échange et je serai vraiment curieuse de savoir ce que vous ressentez vous, quand vous arrivez dans différentes organisations. Mais moi, je suis toujours surprise par finalement la séparation, le travail en silo sur ces différentes questions. Après, alors pareil, pour poser un constat assez froid, en tout cas, j'espère, en tout cas clair, rationnel, sur les difficultés qu'on a pour avancer, il y a aussi un certain nombre de freins quand même qui apparaissent sur les questions de ressources assez vite quand on commence à travailler sur la stratégie. Le premier, comme souvent, c'est les questions d'investissement. Parce que ce qu'on voit là, c'est qu'on est quand même sur des modèles, dès lors qu'on passe du linéaire au circulaire, revenons à la transition numérique, c'est pas la BPI qui va filer son petit chèque à tout le monde en regardant ce qui se passe. Enfin, là, on est forcément à chaque fois sur des investissements qui correspondent à des centaines de millions, voire des milliards. Quand on a commencé à parler transition pour les batteries électriques et que le gouvernement a annoncé triomphalement 500 millions, moi j'étais dans la salle, j'ai dit, ouais, c'est un point mort, nous on a besoin de milliards, enfin c'est de ça dont on parle en termes de transformation de ces chaînes de valeur, si on veut être en capacité de reprendre la main. Donc on est vraiment sur des besoins en investissement qui sont significatifs. Et on a, comme souvent dans le champ de l'industrie, pas mal de mal à y arriver parce que déjà l'outil industriel n'est pas forcément celui pour lequel les fonds d'investissement se passionnent le plus, parce que là, on n'est clairement pas sur des ROI à des chiffres sur 2 ans, d'une part, mais aussi
parce qu'il y a un risque qui est significatif et de construction de modèles de construction industrielle, d'investissement dans des modèles économiques qui n'existent pas encore. Et ça, c'est peut-être le sujet principal. De fait de se dire finalement, alors même qu'on a une conviction qui est généralisée, que de toute façon, on n'a pas les ressources qu'il nous faut pour poursuivre à ce rythme, et bien derrière, tout le monde a le temps un petit peu en se disant, avec un peu de chance, comment ça va passer, quoi. Croisons les doigts, pensons à la République et allons-y. Donc, on n'arrive pas à avancer vraiment. Et ça, on le voit dans pas mal de domaines. Par exemple, plastique, vous aurez tous noté que aujourd'hui, la matière recyclée est plus chère que la matière vierge, plastique. Alors, on pourrait se dire, c'est que ça a fonctionné. Finalement, il y a une augmentation de la demande qui fait qu'il y a une appétence pour la matière recyclée qui est telle que finalement, le fait de se lancer dans le recyclage du plastique a un intérêt parce que ça a plus de valeur que sur la matière vierge. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès lors qu'on n'est que sur des logiques d'incitation finalement et pas de régulation pure, dure, sans compromis, tous ceux qui en plus doivent gérer les questions énergétiques repartent tranquillement sur la matière vierge. Avec des industriels du plastique en France qui disaient, bon, finalement, nous faisons du plastique recyclé, mais on fait aussi du négoce. Nous, on sait faire, derrière. On va aller continuer à racheter du plastique au Vietnam. Derrière, notre modèle, il va tourner. Mais ce qui fait que les phénoménaux investissements qui avaient été faits, en tout cas les investissements, s'il y a des phénoménaux, mais ça fait des choses sur le recyclage du plastique, désormais, il y a beaucoup de frilosité quand même des acteurs à se placer là-dessus. Alors, on va avoir des annonces. Il y a eu des annonces ce matin du compromis qui a été trouvé au niveau européen pour accélérer là-dessus. Enfin, donc, c'est pas la première fois. Et donc là, et comme il y a un truc d'aller-retour et d'une matière qui est au niveau réglementaire infiniment mouvante, ça vous savez aussi que les investisseurs, les trucs qu'ils n'aiment pas trop, il y a ça, la loi qui change tout le temps et des incertitudes au niveau réglementaire. Donc, on a quand même vraiment du mal à positionner. Et donc, plus largement, au fond, ça pose la question du modèle économique et vraiment de quelque chose qu'on doit être en capacité de construire collectivement parce que ça signifie changer un certain nombre d'images qu'on peut avoir par rapport à la circularité. Première image, qui est importante dès lors qu'on crée vraiment dans une logique de création de nouveaux modèles économiques, c'est que l'économie circulaire, finalement, à la fin, c'est des modèles à réparer, à reconditionner, etc. C'est un peu dégradé tout ça, ça va être moins cher. Que nenni, l'idée, c'est qu'on passe quand même dans une économie qui est une économie de l'humain, avec des gens qui travaillent en France, avec les salaires du Bangladesh, donc probablement on va être sur des produits plus chers. Et donc c'est là aussi où on a besoin d'être en capacité d'impulser des transformations et surtout dans des logiques de gestion des organisations, de faire passer le message qu'il y a l'urgent et l'important, et que oui, au niveau court terme, il n'y a aucun intérêt pour personne. Là, à court terme, personne n'a intérêt à se positionner sur l'économie circulaire. Personne n'a intérêt à se positionner à un horizon d'un an, 2 ans, sur le reconditionné, sur la réparation, parce que pour l'instant, c'est plus cher et la demande, n'est pas encore là. Mais par contre, de savoir qu'à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans, ça sera probablement une nécessité, qu'il y a sans doute une idée en avance de phase de pouvoir avancer avec une logique quand même de réponse à des crises pénuriques qui peuvent arriver, mais aussi des crises de crise sur les prix, mais également de transformation de modèle. Donc là, on est vraiment dans un moment comme ça qui est un truc vraiment d'entrepreneur, de se dire, voilà, est-ce que je prends mon risque là-dessus? Après, il faut avoir la surface financière. Mais ce qui est une vraie question pour beaucoup d'acteurs qui se positionnent, mais je pense que vous avez l'occasion dans vos activités de tourner sur beaucoup d'espaces, mais tous ceux qui sont positionnés jusque-là, sur la réparation, le reconditionnement, etc., ils vont plutôt à perte. Donc vraiment, il y a cette idée de comment on arrive à construire collectivement un nouveau modèle. Comment on arrive aussi à avoir une vision, alors là c'est peut-être un peu les sujets d'acceptabilité, mais de façon plus générale, de compréhension de ces idées et de vision de la totalité des sujets, de travailler au-delà de ce qu'on voit. Et nous, c'est ce qu'on ressent très clairement souvent sur ces questions de circularité, c'est tout le monde va positionner le sujet sur ce qu'est son core business. Je vais plus avoir
c'est l'exemple peut-être le plus clair, hein, mais un exemple sur le Festival de Cannes, échange, eux, le gros sujet, c'est comment ils font avec le tapis rouge. Parce que pour tout le monde, le festival, c'est le tapis rouge. Alors, je crois qu'ils en utilisent 2 par jour, hein, pour qu'il reste bien rouge, bien beau, etc. Et c'est là-dessus qu'ils sont focus pour trouver des solutions recyclées, réemployer, est-ce que ça se nettoie, etc. Après, le truc, c'est quand on regarde le volume de production de déchets du Festival de Cannes, au fond, le tapis rouge, c'est l'épaisseur du trait, on s'en fiche, quoi. Donc, qui gardent leur tapis rouge, qui changent toutes les 2 heures s'ils veulent, et qui travaillent sur les bouteilles, sur tout un tas d'autres choses. Je dis ça parce que finalement, dans l'ensemble des entreprises qu'on voit, ça va toujours être un peu là-dessus. Mais même chez le citoyen, il va parler de quoi? Du machin qui va sa pomme, son sandwich, etc. Enfin, en disant, attendez, le plastique est usage unique, on est quand même en moyen d'y arriver. Sauf que quand on regarde ce que c'est le plastique dans l'industrie, au-delà de ce qu'on va voir dans les produits de grande consommation, on se rend compte que c'est un petit peu plus large, un petit peu plus compliqué à éliminer d'un claquement de doigts, avec juste la volonté et puis le petit colibri qui met sa goutte, etc. Donc, on voit bien qu'on est quand même dans des logiques de transformation qui sont assez holistiques. Donc là, il faut en fait, changer de vision, y compris dans son organisation, et se dire que la transformation, elle va pas se faire que sur la partie qu'on connaît, la partie qu'on voit le plus, et là où on est le plus attendu. Hein, de la même façon, moi, j'ai pu avoir des échanges avec un groupe hospitalier, un groupe d'hospitalisation, où eux, ils étaient très sur tout ce qui était produits à usage unique, les seringues, les machins, tout en disant, mais à la limite, ça, il y a des questions sanitaires, continuez comme ça tant que vous voulez, mais par contre, enfin, vous voulez, mais vous pouvez lancer des expérimentations. Mais si vraiment vous voulez avancer, il y a toute la partie lit, chaise, nettoyage, restauration. Au fond, vous faites de l'hospitality, enfin, il y a quand même de quoi faire là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment avoir cette idée, finalement, de sortir d'un truc ultra visible, qui est forcément, on parlait un peu de storytelling, de narrative tout à l'heure, ce qui nous amène à nous transformer, hein, pour avoir cette vision des gros flux. Et c'est là où aussi, ça se complique, je pense que c'est la 127e fois que je dis ça se complique depuis 2 ans, mais c'est que c'est pas forcément les sujets où on arrive le plus à avoir un portage politique. Parce que, au fond, je sais pas, j'imagine que dans l'ensemble des organisations dans lesquelles vous êtes, finalement, ce qu'on arrive à porter, c'est le produit, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on fait. Si on est un peu plus dans toute la partie boutiquerie, machinerie, etc., ça intéresse un petit peu moins. En communication, c'est un peu moins chouette. Hein. Donc voilà, c'est comment on arrive quand même, finalement, à politiser ces sujets de gros flux plutôt que des sujets qui sont plus en visibilité, mais qui sont moins efficaces. Je vais reprendre l'exemple on va prendre d'ailleurs l'exemple du textile, on parle pas mal en ce moment. Bon, comment on a commencé à tous s'exciter sur le textile, c'est quand on l'a vu, le textile. Les déchets textiles, avant, on savait que c'était un problème, qu'il y en avait beaucoup, mais on ne les voyait pas. Un jour, on a vu Kenya, Nairobi, les trucs, et là, on s'est dit, oulala, ça ne marche pas. Mais au fond, la grosse prise de conscience textile, de la même façon qu'au niveau social, ça avait été à la Plaza il y a 20 ans, là, ça a été quand on a commencé à le voir. De la même façon que le plastique, il nous a fallu le 7e continent plastique pour qu'on dise, oh là là, il y a quand même un vrai sujet. Donc forcément, il y a ce besoin de visibilité. Donc maintenant, comment on travaille principalement sur les questions textiles? En disant, voilà, on va chercher en fin de chaîne le consommateur. Alors effectivement, le consommateur, par définition, il consomme mal. On se défausse beaucoup sur la transition écologique sur les consommateurs en disant, voilà, comment on veut avoir soit une prise de conscience citoyenne, soit en créant des règles, des bonus, des malus, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, c'est évidemment essentiel. Mais finalement, au travers de ça, et dans beaucoup d'éléments finalement de la transition écologique, et nous on voit particulièrement sur les questions de ressources, là on est sur des modifications importantes du système, aller beaucoup sur la consommation, on n'est pas du tout, ou en tout cas pas assez sur la transformation de l'offre. Si on prend textile, par exemple, 30% des produits qui sont mis sur le marché en France n'arriveront même jamais devant un consommateur. C'est les stocks d'invendus. Donc déjà, si on veut avoir un impact massif, 30%, c'est quand même pas rien, regardez comment on peut réguler un système de production qui est complètement délirant, et en plus qui est en service à personne. Genre là, c'est même pas le plaisir de la consommation massive. Personne n'est heureux avec ça. Il y a 30% de surstock, il n'y a pas d'intérêt à ça. C'est pas une histoire d'accès à tout le monde, etc. C'est juste des trucs qui ont vocation à devenir du déchet pour la plupart, ou à inonder des espèces de surdiscount, derrière, ça
se transformer. Enfin, on est vraiment dans des espaces différents. Mais là, comme on a ce besoin d'agir aussi, finalement, on peut proposer sur le consommateur. Et donc, c'est là où on se retrouve avec des mesures qui vont beaucoup partir de là. Et encore une fois, je pense que dès lors qu'on est sur une espèce de vision de l'organisation, comment on arrive peut-être alors non seulement à la dézoomer, mais changer carrément d'axe, pour aller se dire, bon, finalement, sur mes questions de ressources, où est-ce que j'ai du gros flux et où est-ce que je suis en capacité d'avoir la transformation. Et derrière, réussir le portage politique, stratégique, à des endroits où on peut avoir de l'efficacité. Alors dit comme ça a l'air assez évident et voire un peu bêta, mais enfin, c'est pas si clair. Enfin, on voit beaucoup dans les échanges. L'idée, c'est toujours d'aller chercher là où ça prend du sens. Quand on travaille avec les collectivités locales, on dit, attendez, nous, on fait des choses sur les cantines. Évidemment, les cantines, ce que mangent les enfants, ça intéresse tout le monde. Le gaspillage alimentaire, c'est pas très compréhensible. Le gaspillage alimentaire, c'est la nourriture à la poubelle des gens qui n'ont pas assez à manger. Ça infuse bien. Si on commence à parler de gaspillage dans les matériaux de construction, c'est sûr que le portage politique ne va pas être tout à fait le même. Donc, il y a vraiment cette idée d'être en capacité de trouver vraiment d'être efficace et de sortir au fond d'une forme, alors soit de gadgetisation, c'est les 3 plateformes, alors, il peut y avoir un effet rebond, enfin encore un autre sujet, mais où finalement ça organise des espaces qui marchaient déjà plutôt pas trop mal, mais au détriment de tout le reste. Soit un petit côté, alors un peu économie choupette, on voit un peu de temps en temps, c'est clair qu'on dit, bon, avec l'économie circulaire, on va faire qu'un voyage. On rajoute l'insertion, le truc, et un peu tout ce qui est bien, là, du territoire, start-up, machin, un ESAT, enfin, c'est vraiment ça. C'est la peine de ronde qu'on a assez classiquement, un petit peu les mêmes, on va beaucoup dans la construction, il y a ceux qui récupèrent les coquilles de moules à la braderie Lille pour en faire du carrelage, Gérard qui fait la brique en terre en Bretagne, les élèves qui récupèrent le truc, c'est coucou. Enfin, voilà, on fait l'épaisseur du trait tous ensemble, et puis après, il y a la table des grands où on fait comme d'habitude. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, d'aller travailler sur des gros flux sans se dire, au fond, on aura forcément un truc un peu, alors choupi, l'expression n'est pas forcément la meilleure, mais on a toujours l'espoir que finalement on va sauver le monde avec des organisations un peu rigolotes, quoi. Enfin, une start-up qui va avoir la démarche qui change tout. Si on pense sur les matériaux de construction, c'est peut-être triste, mais on va falloir faire avec Saint-Gobain, hein, enfin, ou d'autres comme ça. Donc effectivement, c'est un peu moins rigolo, il y a moins cette aventure humaine. Avec un storytelling délirant, mais enfin, en termes d'efficacité, eh ben, on est un peu efficace. Donc, il y a un peu vraiment cette idée-là d'aller travailler sur ces bons sujets et de faire le lien aussi avec les enjeux de décarbonation. Après, il y a 2 autres points, et puis après, je pense qu'on pourra passer aux échanges sur lesquels je voudrais insister, et ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour, parce que ça fait encore partie des sujets on a du mal à avoir finalement une vraie vision. Il y a les enjeux de réglementation. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'irritants. Mais on a du mal à savoir vraiment où. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes de sortie de statut de déchets par endroit, des problèmes fiscaux à d'autres. Mais on nous dit que c'est un sujet et après, c'est compliqué de savoir exactement la réalité des prix, sur où est-ce que ça bloque véritablement et qu'est-ce qu'il faut lever si on veut être en capacité d'améliorer. Donc, ce qu'on voit parfois, c'est qu'au-delà peut-être de la réglementation, il y a l'organisation publique qui peut poser sujet. Alors, je reprends la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes familier de l'ensemble de ces mesures, mais typiquement, là, on voit, c'est des lois très incitatives. Hein, il y a beaucoup de mesures, beaucoup d'informations du consommateur, sensibilisation du consommateur, mais après, des sujets pour dérouler qui peuvent poser problème. L'exemple type, ça va être l'indice de réparabilité. On se dit, bon, bah, super, on met un indice de réparabilité dans la loi. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui, mon lave-linge est réparable. Derrière, par contre, comment il est réparé, on sait un peu trop rien. C'est-à-dire que, à moins que le sujet, ce soit la réparabilité, mais je pense quand même que le sujet, c'est la réparation, sauf que des réparateurs, il y en a quasiment plus. Il n'y a pas de modèle économique de la réparation, parce que pour l'instant, le modèle économique, c'est le jetable, en vrai, sur la plupart des produits. Donc, il n'y a pas de modèle économique, donc il n'y a pas de réparateur, et puis il n'y a pas non plus de velléité d'installation super forte. Il n'y a pas de modèle économique dans les espaces qu'on les connaît. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'image d'Épinal du réparateur au coin de la rue dans les années 50, sauf qu'au prix du foncier, là, avant qu'il s'installe, forcément, on est dans des organisations où ça va être soutenu par le secteur public. On va rapidement arriver sur des questions de logistique, de reverse logistique. On voit derrière un indice. Comme ça, au fond, ça nécessite
de mettre en œuvre elle est beaucoup plus large en termes de formation, en termes de soutien au modèle économique, en termes d'organisation territoriale. Ce qu'on va retrouver beaucoup un peu partout, d'ailleurs, par les mesures textiles, par exemple, on met un bonus sur la réparation des chaussures. Bon, bah, c'est très bien, mais enfin, c'est pas ça qui va créer des cordonniers en un claquement de doigts. Enfin, cordonniers, il y en avait 45 000 dans les années 50, 8 000 dans les années 80, 3 500 aujourd'hui, dont la plupart sont à 2 mois de la retraite. Après, on peut avoir tous les bonus qu'on veut, il n'y a plus de cordonniers. Enfin, donc, comment on recrée finalement des systèmes qui doivent être assez significatifs. Donc, le blocage qu'on voit sur la réglementation, c'est au fond pas tant l'insuffisance, mais la difficulté derrière à créer des garanties de transformation d'un marché. Et donc, ça donne, au fond, peut-être parfois une forme d'espoir, une lumière sur quelque chose, et puis derrière, un temps de mise en route qui est beaucoup trop long à l'échelle de l'entrepreneuriat. Et enfin, il y a un dernier sujet qu'on voit nous beaucoup revenir, beaucoup dans les questions de construction, mais qui va arriver assez vite dans notre aussi, qui est le sujet de l'assurabilité. C'est-à-dire que globalement, tout notre système il est fait autour du neuf. Et si on passe massivement aux réparations reconditionnées, etc., on le voit déjà, nous, voilà, dans les questions des marchés publics, où là, on a un autre sujet en plus, forcément, on rentre dans le champ de l'innovation. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé en collectivité locale. Je sais que Julien, oui. Enfin, qui recrute d'ailleurs pour les collectivités locales. Maintenant, on explique aux acheteurs, de façon générale, et aux acheteurs publics en particulier, qu'il faut qu'ils pensent en dehors des espaces, de machins qui s'innovent. C'est-à-dire quand on recrute quelqu'un au marché public et de façon générale dans un service des achats, on ne cherche pas quelqu'un qui est hyper innovant et qui a la capacité de sortir des champs battus. Au contraire, hein. On veut quelqu'un qui soit une machine et qui respecte la loi. Sinon, dans la collectivité, le maire, il va en prison et il n'aime pas trop ça. Donc, il y a aussi cette espèce de moment d'injonction contradictoire permanente où on demande à des gens de faire exactement ce pourquoi on les a choisis pour ne pas le faire, quoi. Donc ça complique un petit peu. Et ça, on le voit beaucoup aussi sur les questions d'achat, les questions de façon générale d'ailleurs, de comment on arrive à transformer sur des espaces qui n'ont pas été construits pour, ce qui renvoie d'ailleurs au sujet de portage politique, mais avec voilà, cette dimension assurabilité, vraie ou fantasmée, c'est-à-dire parfois c'est vrai, il y a un vrai sujet, parfois c'est aussi le truc, voilà, c'est pas assurable, on ne fait pas, donc ça va un peu vite, l'hypertechnicité, voilà, qui fait qu'on a encore du mal à voir les choses avancer. Alors, ça fait un champ qui est pas très optimiste, comme ça, mais qui est un peu le bilan, là, je trouve, à 4 ans et demi, je trouve que franchement, ça avance quand même très bien vite. Mais aussi, et c'est pour ça que je me permets de faire peut-être ce panorama pas très encourageant, mais parce que j'ai l'impression que une des raisons peut-être qui a amené à faire qu'on avance pas vite, c'est qu'on s'est pas mal voilé la face au fond sur les difficultés qui étaient devant nous. Et donc, quand on prend par exemple l'économie de la fonctionnalité, tout ça super, l'économie de la fonctionnalité, on va être sur l'usage plutôt que la propriété, c'est top. En vrai, personne n'est contre, diront que c'est malin. Sauf que, juste à se dire ça en disant on va le lancer, on va faire des expérimentations, et ben on a eu tout un tas d'expérimentations, la plupart du temps qui sont arrêtées. Et là, maintenant, je me défie de me trouver des trucs d'économie de la fonctionnalité qui ont marché sur la durée. Hein. On sortait Michelin pendant un temps, mais qui ont plus ou moins arrêté. Un peu les flottes urbaines de vélo. Nous, de temps en temps, on sort Areco, c'est les nébulisateurs dans les monoprix. Bon, enfin, ça ne va pas chercher très très loin, dès qu'on va avoir des exemples qui fonctionnent. Alors, pourquoi ? Parce que quand on prend dans une organisation une chaîne de valeur, pour celui qui produit l'économie, la fonctionnalité, c'est un peu chouette. Pour celui qui installe, celui qui répare, en fait, ils sont acquéris ou ils sont uberisés. Donc, ça ne se décrète pas. Enfin, on est vraiment sur des organisations. Quand on part sur le champ public, là, en fait, ça remet en cause l'essentiel de la doctrine des finances publiques qui est on fait de l'investissement et pas du financement. Donc là, si on achète un châssis dans une collectivité, si on l'achète, on récupère la TVA, et en plus c'est d'investissement, c'est bien. En économie de la fonctionnalité, c'est du fonctionnement, c'est pas bien, et en plus on perd la TVA. Autant dire que rapidement, les directions des finances sont pas mobilisées. Donc, sur beaucoup de sujets comme ça, qui étaient, c'est un exemple parmi d'autres, mais finalement, on n'a pas anticipé assez les difficultés, on a mis en place
des expérimentations. On ne savait pas exactement où on allait en matière de besoin de transformation du champ réglementaire. Et donc, tout s'arrête et on n'arrive pas à scaler. Enfin, concrètement, on en est beaucoup là. Dans les questions de construction, par exemple, mais aussi avec l'alimentaire, tous les ans, on nous présente un peu les mêmes expérimentations qui ont marché. Donc, encore une fois, c'est un peu toujours les mêmes, on a du mal à passer à l'échelle. Donc là, il y a un moment qui est quand même assez décisif. Alors même qu'on comprend qu'il va falloir qu'on y arrive d'une façon ou d'une autre, parce que sinon, à peu près l'entièreté de la transformation environnementale, de la transformation énergétique telle qu'on l'envisage, est quand même sacrément compromise, d'avoir cette vision de la ressource et cette vision vraiment d'un champ de transformation, donc qui peut être abordé à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'une entreprise, avec une vision 360, voilà, ne rien s'interdire comme champ pour regarder, mais aussi travailler sur sa chaîne de valeur et puis son écosystème réglementaire, territorial, pour être en capacité de créer les synergies qui sont nécessaires. Et je trouve que, enfin, voilà, le moment management de la transition, alors je fantasme un peu ce que c'est, finalement, je ne sais pas grand-chose, c'est dire que c'est finalement un moment où vous êtes appelé pour dire il y a une autre façon d'envisager les choses et cette capacité à apporter un regard différent finalement sur une organisation qu'on découvre et pour laquelle on peut être amené à faire des préconisations et apporter un champ de transformation qui derrière a un impact forcément positif quant à la résilience, quant à la continuité du modèle économique, quant à l'anticipation de crise pénurique, ça me paraît être un moment vraiment infiniment intéressant pour avoir cette vision-là et être en capacité de travailler de façon intégrée sur l'ensemble des champs de la transition. Là, et avec plaisir, on pourrait échanger sur tout ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, des questions? Des remarques. Moi, je peux commencer. J'avais une question sur la réparabilité. Pour moi, l'avantage de la réparabilité, c'est qu'on évacue des choses qui n'étaient pas du tout réparables. Avant l'iPhone, on ne pouvait pas le démonter, et aujourd'hui, c'est quand même assez facile de changer une batterie, de changer un écran. Et aujourd'hui, dans les produits ménagers, il y a plein de produits. C'est des choses qu'on pourrait faire soi-même dans les vidéos YouTube, hein, mais c'est juste que ce n'est pas organisé. Donc, il n'y a même pas besoin d'un réparateur. Je suis d'accord avec vous, il y a vraiment un gros gap. Et il y a quand même un avantage de permettre de réparer au moins les choses faciles par la personne, par l'utilisateur directement. Tout à fait, non, mais bien sûr. Hein, après, on se rend compte que c'est quand même pas généralisé. C'est-à-dire que là, si on agit de façon rationnelle, si vous avez un problème avec votre grille-pain, rationnellement, ce que vous pouvez faire de mieux économiquement, ça va racheter un neuf. Par rapport soit à le réparer vous-même, ce qui va falloir trouver potentiellement la pièce, etc., le truc, la bonne vidéo, le bon modèle, ou l'emmener à un réparateur qui ne sera probablement pas à côté. Donc, on n'a pas réussi encore à créer une forme de naturalité de ces transformations. L'objectif, c'est que l'allongement de la durée de vie du produit, ça soit ça qui arrive en première intention. Et là, de façon générale, c'est encore pas le cas. Mais oui, bien sûr, c'est des améliorations qui sont importantes, avec en plus des indices qui sont plutôt robustes, hein, qui ont été bien travaillés. Mais avec, encore une fois, la difficulté, je trouve, c'est qu'on n'a pas organisé toute la chaîne de valeur pour que ça fonctionne bien. Donc, derrière, ça ne suit pas. Et donc, on crée une promesse, finalement, à laquelle on a du mal à répondre. Laurent? Mais tu dis qu'il y a beaucoup d'exemples en fait de choses qui ont fonctionné, mais que par contre, ce qui est difficile, c'est le passage à l'échelle. Donc, communiquer sur ces exemples, parfois, j'ai l'impression que c'est presque un peu contre-productif parce que d'un côté, ça sensibilise, mais ça donne aussi l'impression que c'est facile. Donc, qu'est-ce que tu en penses en fait? Alors, moi je pense que quand il y a une expérimentation qui a fonctionné, il faut de la réglementation. Enfin, en gros, globalement, mais bon, le truc, c'est toujours le moment où je finis par arriver sur un régime qui n'est pas forcément très chouette, mais non, plus, enfin, oui, il faut de la réglementation. Si c'est possible, il faut réguler maintenant. Enfin,
Donc, quand on prend rester dans les matériaux de construction, il y a des expériences très bien qui ont pu être faites, je ne sais pas, sur le calcin, sur un immeuble béton recyclé. Et il faut créer des obligations à ce niveau-là. Enfin, et organiser le marché. Donc, c'est-à-dire que là, encore globalement, la concurrence, mais au fond, c'est ce qu'on voit dans la crise agricole pour beaucoup. Ils ne sont pas forcément contre les mesures environnementales, mais ils voudraient que tous les produits vendus sur le territoire français soient soumis aux mêmes normes. Là, le problème de ces expérimentations, on revient un peu à l'idée du plastique vierge, le plastique recyclé. C'est plus cher de faire du plastique vierge que du plastique recyclé. C'est plus cher d'être sur du granulat de béton recyclé que sur la matière vierge. Tout va être plus cher parce qu'au fond, on est sur l'économie de la main-d'œuvre et qui est difficile à automatiser parce qu'il y a une variabilité des flux. Donc voilà, si c'est possible, il faut le faire. Et il faut créer un système où il y a un avantage compétitif à le faire. Et nous, comme l'objectif n'est pas de mettre tout le monde à $1 par jour, cet avantage compétitif, il ne peut être créé que par la régulation. Mais ce qui veut dire de sortir d'une forme d'incitation, de machin, de trucs, oh là là, pas d'écologie punitive, ce qui est même plus le sujet, pour installer des systèmes qui permettent de pérenniser et de faire durer nos modèles économiques. Sylvie? Merci. Ah, t'es en mute. Ouais. Enlève ton micro. Mets ton micro. Ouais. Merci. Je voulais d'abord m'excuser, je suis arrivée en retard parce que je pensais que la réunion était virtuelle et je n'avais pas le lien, donc voilà, je me suis connectée un petit peu tardivement, mais je trouvais très intéressante votre intervention. Moi, j'avais une remarque et j'avais une question. La remarque, c'est par rapport à des métiers autour de l'économie de la fonctionnalité. Parce que enfin, de ce que j'ai compris, il n'y a pas beaucoup d'exemples qui fonctionnent. Moi, j'ai accompagné une entreprise qui fait de la location-gérance dans des barriques de vin. Donc, on n'imagine pas le sujet sans y être plongé. Mais en fait, il y a un vrai modèle économique derrière avec de la location-gérance qui fait plusieurs cycles, qui est réparé au milieu et qui derrière est vendu en barrique d'occasion et qui termine pour faire du brandy ou pour faire des parquets. Donc, il y a quand même des logiques où il y a des modèles économiques qui fonctionnent bien. Si vous avez d'autres exemples, ça m'intéresse d'en avoir. Et puis l'autre, c'est plus pratico-pratique. Il y a pas mal de règlements. Enfin, avec la loi AGEC, il y a beaucoup de choses enfin, il y a beaucoup de contraintes qui arrivent sur les entreprises, et notamment des plans d'éco-conception par le biais qui sont rassemblés par les éco-organismes. Et je voulais savoir quel était votre. Alors, je dis ça parce que j'ai travaillé avec un industriel de la chimie qui a eu à remplir son plan d'éco-conception, etc. Et bon, enfin, quand on voit les fichiers arriver, c'est quand même assez. C'est le début, on va dire. C'est le début. Moi, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça pour savoir si la réglementation qui vient encore de se renforcer là avec ce qui a annoncé l'Europe. Alors, je sais pas. Enfin, avant que ce soit transposé, on a peut-être un peu de temps, mais en tous les cas, comment vous pensez que ces leviers réglementaires, ils vont bouger les choses, parce que, la discussion que j'ai avec cet industriel de la chimie, c'est. Enfin, eux, ils sentent vraiment des réglementations très contraignantes leur arrivée dessus et ils sont obligés parfois d'agir dans l'urgence pour repenser la manière dont ils achètent leurs emballages. Enfin voilà, acheter des emballages pour des produits lourds avec du recyclé, ça ne marche pas aussi bien qu'avec de la matière vierge. Donc voilà, ils se posent plein de questions, il y a des coûts, etc. Mais quand je vois cette réglementation arriver, et puis toute la mécanique autour des fédérations professionnelles et des éco-organismes, est-ce que vous pensez que ça va. Comment vous voyez les choses, quoi? Alors, vaste question. En fait, ça va dépendre forcément un petit peu des secteurs. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois une forme d'accélération de l'histoire en termes de réglementation. Alors, parfois, quand même, je veux dire, un petit peu de mauvaise foi de la part des acteurs qui ont tout fait pour que le truc n'arrive pas, et puis le moment où ça arrive, c'est super lourd. Enfin, quand même, en vrai, vous aviez 15 ans pour vous organiser. Donc ça a été tout le système, parfois des accords volontaires, laissez-nous tranquille, on va le faire tout seul. Puis quand 5 ans, 10 ans plus tard, il ne s'est rien passé, et que ça arrive et que c'est un peu plus brutal, c'est oh là là. Donc, il y a probablement quelque chose à améliorer dans la communication entre les industries et les pouvoirs. Et les pouvoirs publics là-dessus. Il y a aussi des formes, alors sur la question, si on reste sur plastique, emballage, etc.,
quand même des formes d'incohérence très claires. C'est-à-dire que je pense que tout le monde se dit qu'il faut qu'on réduise la part du plastique dans notre économie. Enfin, il n'y a pas vraiment de questionnement là-dessus. Mais je veux dire, à la fois, on est sur une suppression du plastique à usage unique à horizon 2040, avec des ambitions de recyclabilité de pas mal d'emballages. Donc, ce qui signifie qu'il faudrait de l'investissement dans des secteurs qui ont vocation à disparaître, ce qui est quand même pas très clair hein, pour le tissu industriel. Et effectivement, encore une fois, c'est un peu ce que j'évoquais à un moment, mais on a tous, et beaucoup, et je pense que aussi du côté des pouvoirs publics, on a beaucoup une vision du plastique, qui est le plastique qu'on connaît, quoi, enfin, qui est celui qu'on voit quotidiennement et qu'on voit à peu près comment supprimer. Mais comme vous le disiez, enfin, dès lors qu'on rentre dans les questions de palettage, de machin, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je pense qu'il faut encore revenir sur cette idée de peut-être de vision filière, de travail sur les gros flux. Peut-être aussi, nous, on est amené à travailler avec des différents acteurs, par exemple, jusqu'à la restauration rapide, en disant, bah, dans ce cas-là, plutôt que d'être juste vent debout sur des trucs qui vous paraissent difficiles, faites aussi des propositions de vous sur des espaces où vous pensez que vous avez des marges de progression. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas juste pour aller embêter les industries, c'est d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on réduise notre besoin dans un certain nombre de matières premières, pas juste pour la forme ou pour des raisons manichéennes du bien contre le mal, parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, d'une façon ou d'une autre, il va falloir tasser. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu, peut-être d'aller chercher, et ça revient à ce que je disais sur comment on regarde sur une vision 360 sur un groupe, en disant, bon, peut-être que là, là où on va chercher l'industrie, c'est pas le bon, mais qu'il y a d'autres espaces où elle a des vrais progrès à faire et sur lesquels elle peut faire d'elle-même des propositions. Mais le truc, c'est que là, nous, ce qu'on sent quand même beaucoup, c'est aussi une résistance du tissu industriel, avec parfois, encore une fois, des trucs, franchement, on ne peut pas l'avoir vu venir. Il fallait quand même être, surtout sur les réglementations européennes qui sont discutées pendant des années, les fédérations qui vont repousser les trucs. Enfin, moi, la plupart sont dans le conseil d'administration, hein, donc on discute au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a parfois des moments où il y a un peu un jeu de dupes, quoi. Enfin, quand même, hein, sur, on a tenté de repousser, après, oui, bah, faut se latter. Mais c'est vrai que dans la chimie, ouais, c'est pas forcément là où c'est plus simple. Après, alors, on arrive à un autre truc qui est sur les dossiers, les sujets. On revient peut-être sur les questions d'investissement. C'est la capacité d'accélérer la transformation des outils industriels, qui est la question des financements, probablement des financements publics, beaucoup, je pense, des financements européens, où là, effectivement, il y aurait sans doute à faire pour améliorer les appels à projets, pour améliorer le type de financement, le niveau de financement et le reporting. Pour faire que ce ne soit pas toujours les mêmes, effectivement, qui aillent capter une part significative de la recette. Retrouver avec des dossiers un peu la main moelleux, où derrière, c'est tellement compliqué qu'on se retrouve à aller ressortir des trucs qu'on sait déjà faire. Mais oui, il faudra améliorer la discussion, hein, concrètement. Alors, normalement, il y a quand même les CSF qui sont là pour ça. Et ça signifie aussi un peu de transparence sur le truc, hein. Moi, les CSF où je participe, souvent, c'est en fait personne ne veut donner ses données. Bon, ce qui est normal, hein, il y a aussi des champs qui sont des champs stratégiques. Oui, mais dans les fédérations professionnelles, ils collectent des données sans les partager. Donc, ils arrivent à faire des statistiques, ils arrivent à faire des choses. Oui, tout à fait. Mais derrière, c'est pas forcément quelque chose où l'idée, c'est quand même de protéger. Enfin, on retrouve les espaces où il n'y a pas encore eu de questionnement en termes de réglementation. Enfin, encore une fois, je pense que pour être en capacité de repousser parfois peut-être des transformations réglementaires qui ne sont pas toujours idoines, il faut quand même être en capacité de contre-proposer, quoi. Enfin, et c'est là où parfois ça pêche un peu quand même. Parce qu'on va dans les plans filières ou dans les... Je sens que je ne vous ai pas beaucoup convaincu, mais avec plaisir pour en discuter. Anne-Sophie, vous avez intervenir? Je voudrais continuer sur le même sujet, c'est pour ça que je prends la parole. Je trouve que je vais mettre une note d'espoir sur justement toute cette réglementation, la CSRD, le passage des réglementations qui sont passées début janvier avec le reporting extra-financier.
Je ne dis pas que ça touche les PME et les ETI, puisqu'ils sont exclus du sujet, mais sur les grosses boîtes, ça touche énormément et ça pousse. Alors, évidemment, je suis d'accord, ils avaient 10 ans pour prendre, et maintenant ils sont en train de prendre le mur. Néanmoins, ça pousse à des réflexions de transformation qui vont très très loin, particulièrement quand ils doivent réfléchir à tout ce qui est Scope 3. Et je trouve que là, il y a un boulot européen, alors évidemment, il n'est pas mondial, mais européen, qui met toutes les boîtes au même niveau et qui fait qu'il y a des boîtes qui sont en train de réfléchir à leur changement de modèle. Bon, je pense à Target, qui est producteur de moquettes que vous connaissez sûrement, puisqu'ils sont au point de l'économie circulaire. Je pense par exemple à des boîtes comme Orange ou comme Liès qui tout d'un coup se sont rendus compte qu'ils allaient avoir des comptes à rendre sur leurs fournisseurs en amont et tout ce qui se passait en aval, y compris FPLus, y compris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que quand on produit, je viens de chez Orange, quand on produit un produit, on est responsable du bilan carbone du produit, du bilan carbone de ceux qui nous ont aidés à le produire, mais on est aussi responsable du bilan carbone du produit pendant tout son usage. Donc, quand on fabrique des moteurs d'avion qui ont un usage de 20 ans, on se retrouve avec un bilan carbone qui fait une drôle de bobine. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore contraignant, mais ça va l'être. Et quelqu'un comme Safran, et ben, du coup, a surinvesti en R&D pour des moteurs à hydrogène. Tout d'un coup, ils se sont retrouvés, on va avoir un bilan catastrophique parce qu'on est en plus responsable de l'usage pendant 20 ans. Donc, je trouve que là, il y a quand même une... Alors, c'est contraint et forcé, ils prennent le mur avant de commencer, je suis tout à fait d'accord, mais je veux introduire un peu d'espoir, en tout cas. Je peux vous dire qu'au niveau des grands groupes, ça est en train d'être traumatisant. Donc, là, vous pensiez plutôt à Rich, non? J'imagine c'était sur la partie chimique. Non, c'est SRD, ouais, ça va laisser vite. Effectivement, sur SOP 3, sur les questions d'approvisionnement, ça va quand même ça avance. Mais alors, si on prend l'exemple, alors moteur à hydrogène, parce que justement sur Safran, là, on revient à l'autre truc de lien entre décarbonation et ressources. Tiens, les besoins de la transformation, les besoins en ressources de la transformation énergétique sont énormes. Et là, si on prend sur l'hydrogène, le coût électrique, il est quand même... Oui, mais au moins, tu auras le mérite de poser... L'éléphant sera vraiment visible dans la salle. Bah, là-dessus, en fait, pas tant que ça. Vous regarderez là, ce qui est en train de sortir sur la stratégie nationale bas carbone ou sur la loi de souveraineté énergétique qui est repoussée pas mal. Le lien, encore une fois, si on revient en question d'économie circulaire, le lien entre transition énergétique et ressources, besoin de ressources nécessaires n'est pas fait encore. Pourtant, la première alerte, c'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui doit avoir 1 an et demi. Ça s'est amélioré sur quelques ressources, notamment le cobalt, etc. Mais qui dit qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas les ressources nécessaires, on n'a pas les chaînes de valeur nécessaires pour réussir la transition écologique et énergétique telle qu'on l'écrit. Et ça, on le voit même dans les trajectoires. Par exemple, si on veut la totalité du parc électrique automobile en 2035, même en baissant le nombre de voitures, ça nécessite le besoin en cobalt, et alors estimé, c'est RTE qui estime entre 7 et 8%, quand en ce moment on a plutôt 1,2% pour la production mondiale. Donc on voit bien que ça ne boucle pas, quoi. Donc ça, il y a encore ce truc. Et sur j'en parlais à un moment, sur les questions de transformation du secteur aéronautique, en fait ça marche. Encore une fois, avec, quand je disais les 2 EPR, ça c'est pour la production d'hydrogène. C'est-à-dire entre l'hydrogène dont ils ont besoin pour réussir ça au travers Airbus, Safran, etc., Air France et toute la partie combustible d'aviation durable, c'est la totalité de la biomasse. Donc c'est là où on revient. On a des stratégies, ça va fonctionner, de toute façon, dans le moment, il va falloir que ça fonctionne. Mais là, on est sur des sujets qui ne bouclent pas et qui vont nous amener à une autre réflexion, qui est une réflexion sur qui est la ressource. Parce que typiquement, la biomasse, tout le monde en veut. Le truc, de l'or vert, le marron, la couleur des biomasses, mais qui va l'avoir, sans doute qu'effectivement l'aéronautique peut mettre un peu plus d'argent que l'énergie, etc. Donc là, on va rentrer dans des questions d'allocation de ressources assez intéressantes.
On a déjà sur l'eau, par exemple, qui a l'eau. À Vitel, quand ils achètent de l'eau, je crois que ça va être un peu bizarre. Mais voilà, les questions de mur calorique et d'allocation de ressources vont se poser. Et ça, c'est le contre-truc. Et ça, on le voit beaucoup. Moi, là, je crois que je fais un mi-temps sur les entretiens double matérialité CSRD parce qu'ils devraient interroger les parties prenantes. Donc, on est nombreux à faire un peu que ça en ce moment. Par ailleurs, ça, c'est assez rigolo. Je ne sais pas si vous êtes positionné sur le sujet, mais c'est comme au tout début des entreprises à mission où il y avait tout un tas de cabinets différents qui faisaient ça. Là, alors moi, j'ai vu défiler tout le monde, quoi. Il y a des cabinets, c'est les commissaires aux comptes qui sont dessus, il y a les agences de com, il y a les cabinets de conseil stratégie, etc. Oui, il y a la il y a Hanson Wade. Ouais, c'est vrai, il y a ce truc, il y a effectivement, j'ai vu Nasdaq, j'ai vu Mercedes, je sais pas, alors à un moment, ça va se recaler et voir qui est plus là-dessus. Et ce qui fait, donc c'est assez marrant aussi, pour que là, ces entretiens de matérialité pour les rapports extra-financiers poussés, là, demandés pour la CSR2, ça va être assez intéressant de voir ce que ça donne, parce qu'en plus, les questions sont hyper différentes en fonction. Les entretiens ne sont pas du tout les mêmes, en fonction, alors même pas des secteurs, en fonction du type de stratégie qui a été montée. Et comme c'est assez peu cadré, au fond, pour l'instant, il y a des demandes assez claires, mais la façon dont on le fait, manifestement, est encore assez ouverte. Donc, c'est voilà, c'est un peu comme les comités de mission, là, je suis dans quelques-uns, le truc où c'est très différent en fonction des endroits. C'est fait partie de tous ces sujets qui vont sans doute se positionner peu à peu. Et c'est pour ça que j'étais étonnée quand, en tant que manager de transition, on m'a dit que finalement, il y avait peu de managers de transition qui étaient demandés sur ces sujets-là, alors que tous les cabinets de consulting, toutes les boîtes de com, se sont positionnés dessus et sont appelés en renfort sur toutes les boîtes. Sophia, Sophie, tu avais une question? Oui, je peux y aller? Oui, ouais. Merci Sylvie. Emmanuel, merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup fait sourire. Dans la façon dont vous présentez les choses, j'aime beaucoup votre approche qui est quand même très pragmatique et très. Vous avez un franc-parler qui fait du bien. Bon, qui est à la fois aussi, comment dirais-je, j'ai un double sentiment. C'est-à-dire qu'en même temps, je me dis, oulala, on n'y est pas, quoi. Ça va être très, très compliqué. Et en même temps, je me dis qu'effectivement, il y a des choses que vous dites qui sont plus que vraies. J'ai retenu beaucoup de choses. J'ai bien aimé votre chapitre du démarrage sur la notion d'invisibilité qui faisait qu'effectivement, quelque part avant, c'était un peu facile. Maintenant que les choses deviennent visibles, ça devient plus compliqué. On le sait, je ne sais pas si c'est... On ne le dit pas assez, mais il y a quand même un énorme problème de financement, mais ça, vous venez d'en parler, et je pense qu'en fait, le sujet de fond, il est quand même là. Ça va être qui? On parle de réglementation, mais au-delà de la réglementation entre l'État et les entreprises, qui va payer? Parce que, voilà, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les grosses entreprises, parce qu'effectivement, c'est par elles que ça va passer, finalement, parce que comme on va avoir ces problèmes de financement, entre eux, on ne va pas critiquer les petits d'HEC qui sortent, là, les petits jeunes qui ont tous des bonnes idées. Moi, j'accompagne beaucoup de jeunes entrepreneurs. Effectivement, ils ont tous plein d'idées, ils font tous de l'inclusion, ils font tous des choses. Mais effectivement, la scalabilité, après, elle n'est pas simple. Et pour faire réellement bouger les choses, moi, la question que j'avais pour vous, c'est, à votre avis, qui va être capable, dans les parties prenantes de ces écosystèmes, qui sera capable, effectivement, réellement, de faire bouger les choses? Exemple de choses que vous voyez évoluer, qui vous donnent confiance dans le futur. Voilà. Alors, moi, dans ce qui me donne confiance, c'est le sujet que j'évoquais sur décarbonation et ressources, qui est quand même le gros enjeu en termes de transformation écologique. C'était un sujet qui n'était pas du tout adressé. Nous, on a sorti un rapport qui s'appelait comme ça, un truc un peu sexy, stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources. Donc, on avait eu pareil match, tous les trucs là-dessus. Non, c'était un sujet qui n'était pas du tout positionné. Là, on se rend compte que plus ça va, plus la question de la maîtrise de la ressource dans la transformation des modèles, elle est prégnante quand même dans les stratégies. Et donc, alors, je ne sais pas si ça donne confiance, mais en tout cas,
Maintenant, il y a une stratégie. Là où ça, comment dire, il faut qu'on soit en capacité d'accélérer, c'est d'avoir une vision filière, chaîne de valeur, et pas seulement organisation par organisation. Et au-delà de ça, une vision nationale, même européenne, hein, de ça. Enfin, finalement, on pousse beaucoup là-dessus. Mais enfin, l'Europe, ça s'est construit sur la ressource, hein, le charbon et l'acier. C'est un peu l'autorité planificatrice par excellence. Il faut qu'on puisse continuer à pousser là-dessus, sur les questions d'électrification, d'hydrogène, etc. dont on a parlé. On voit bien que la grosse organisation, elle va être là. Donc, alors, moi, je crois beaucoup, enfin, en tout cas, on n'a pas d'autre choix d'y croire, sur une forme d'organisation européenne, déjà là-dessus, de maîtrise de la ressource. Et puis, sur un certain nombre de sujets, c'est plutôt là où ils ont été quand même pas trop mauvais. Je pense que les financements, ils doivent venir aussi de là, principalement. Après tout, politique de cohésion, fonds structurels, c'est 40% du budget de l'Union européenne. Ça pourrait être quand même utilement, sans doute, affecté de façon plus stratégique sur les questions de transformation des modèles productifs pour les rendre plus résilients. Et encore une fois, alors, je pense qu'il y a petit à petit, alors ça va avancer au fur et à mesure qu'on arrivera à travailler sur les métriques aussi. Et donc d'avoir de la capacité d'avoir de la mesure d'impact. Nous, quand on avait travaillé sur les liens entre décarbonation et besoin de ressources, ce qu'on avait vu, à l'époque, je discutais avec le président de l'ADEME, il disait « Attends, tu vas voir, tu vas galérer, on ne trouve pas les données. » Effectivement, on ne les trouve pas. Et c'est compliqué, finalement, de faire les liens pour avoir de la vraie... comment dire, la vraie comparabilité et surtout une vraie modélisation des besoins sur la durée. Nous, on avait fait des prémices, alors c'est des réflexions sur lesquelles on continue de travailler, mais de se dire au fond, on est sur la criticité qui est multifactorielle, donc on peut rentrer sur ces différents aspects, on peut trouver sur chacune des ressources différents enjeux qui sont des enjeux de dépendance aux imports, pondéreux, substituabilité, recyclabilité, enfin, donc vraiment travailler sur ces sujets. Et donc petit à petit, moi j'ai l'impression qu'on améliore nos métriques, donc on améliore quand même la mesure d'impact et ce qui permet aussi d'améliorer les échanges qu'on a avec les fonds d'investissement. Parce que pendant encore longtemps, nous, ce qu'on voyait notamment dans les fonds infra, c'est que soit ils étaient tout carbone, soit si c'était économie circulaire, c'était ils investissaient dans le recyclage exclusivement ou presque, ou alors c'était ils mettaient quelques billets sur des trucs du type back market, Vinted, etc. C'était ils allaient cocher la case économie circulaire. Là, on voit qu'il y a quand même une forme de sensibilité au risque pénurique qui arrive à être créée au travers d'investissements. Le cuivre, par exemple. Le cuivre, on sait qu'on fait peut-être -3 d'ici 2030. Oui, on a quand même des fleurons industriels un peu dépendants. Hein. Schneider, je crois que c'est 30%, 70% de leur activité qui dépend du cuivre. Autant dire que c'est un peu stratégique. Et il y a des vols, des choses. Donc là, se dire qu'il y a de l'investissement là-dessus. Et on sent qu'il y a une mobilisation des gros fonds infra sur le truc. Avec derrière aussi un meilleur positionnement étatique. Après, ça va amener globalement, je pense que le vrai enjeu, il est là, c'est la capacité à avoir de la mesure d'impact sur l'ensemble des mesures et sur ces sujets. Et pour l'instant, au fond, il va y avoir des données, enfin, comme vous me disiez, Sylvie, sur des données qu'on va avoir organisation par organisation. On a du mal encore à avoir une vision filière et donc à avoir des trajectoires et puis à priorité, quoi. Enfin, donc, le deuxième gros sujet, c'est la planification. Donc, nous, l'espoir, on l'avait beaucoup dans la stratégie planification écologique. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui planifient, donc je leur dis que voilà, on a eu une petite déconvenue quand on est arrivé, encore une fois, la stratégie nationale de biodiversité 6 mois avant la stratégie nationale bas carbone, enfin bon, en disant qu'il manquait encore peut-être cette vision holistique, mais en tout cas, cette vision planificatrice, elle est quand même beaucoup plus présente dans l'appareil d'État. Voilà, donc l'espoir est peut-être aussi là. Merci. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer ou en tout cas partager ses ressentis, ses envies de c'est un sujet tellement passionnant qu'on pourrait on pourrait rester des heures. Là, on a dépassé un peu notre timing. En tout cas, merci. Voilà, donc, en tout cas, merci. C'est un super sujet parce que ça devait passer, quoi. Dans la même journée, voilà, on fait textile, bâtiment et tout. Ça, moi, j'ai une tendance au nomadisme professionnel. Là, ça fait 4 ans et demi et je me dis que je suis encore partie pour 10 ans. Donc, oui, ça m'étonne pas.
Donc, alors, on reste à tout. Merci beaucoup, Emmanuel. Super, bah, merci Sylvie et merci Emmanuel.